La Banque mondiale a décidé de suspendre les décaissements en faveur des projets et programmes qu'elle finance au Mali en raison de l'accumulation des échéances au titre de services et de dettes publiques extérieures pendant plus de 45 jours, a indiqué le ministre malien de l'économie dans une correspondance signée le 14 avril, courant adressé au coordinateur des 10 projets et programme est rendu public mardi. Alors nous recevons King Dodjoro, il est consultant et expert en structuration économique et financière. Vous le connaissez tous. Avec lui, nous allons parler donc du Mali et de cette décision de la Banque mondiale. King Dodjoro, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour, vous allez bien? Bonjour cher ami, je vais très bien, j'espère de même pour vous. Je vais bien également. La Banque mondiale suspend ses décaissements. En français facile, cela veut dire quoi, King Dodjoro? En français facile, la Banque mondiale fait partie des institutions qui financent nos États dans leur capacité à renforcer le développement et tout ce qui y va. La Banque mondiale, le FMI et toutes ces institutions que nous appelons les institutions de Bretton Woods accordent des financements aux différents États, bien sûr, sur la base de leurs demandes. Et ces financements suivent un chronogramme de décaissement. Si vous demandez 100 000, on ne vous donne pas 100 000 francs d'un coup. On vous sort un calendrier de décaissement suivant l'évolution des travaux, suivant les données qui soutiennent le calendrier. Bien évidemment, il peut arriver que ces décaissements s'arrêtent, soit par la violation d'une obligation de la part de l'un des contractants ou de l'une des parties qui sont engagées dans le prêt. Et dans le cas malien, bien évidemment, nous avions pris connaissance de cette annonce du ministre de l'économie qui fait état de la suspension des décaissements de la Banque mondiale. Quel impact ça peut avoir? Et cela intervient dans une situation où depuis le 9 janvier, pour revenir un peu sur l'historique, les chefs de l'État de la sous-région, je veux parler de la CEDEAO, ont, sur la base de je ne sais quoi, pris des décisions de suspendre d'abord le Mali des instances de la CEDEAO et sont allés plus loin en ordonnant à une organisation qui ne dépend pas de la CEDEAO, qui est l'UEMOA, en lui faisant injonction de suspendre ses activités avec cet État souverain indépendant qui est le Mali, que le Mali ne fait plus partie, ne doit plus participer aux activités de l'UEMOA, qui était l'union monétaire de ces pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Cela, systématiquement, la Banque centrale a suspendu toutes ses activités avec l'État malien, à travers ces banques qui alimentent l'économie malienne. Les Maliens ne peuvent plus faire des transferts de l'extérieur, de l'intérieur à l'extérieur, ou faire le transfert sur le territoire national. Le rapport que le Mali entretient avec la Banque mondiale, c'est un rapport où la Banque mondiale, d'un côté, approvisionne la caisse du Trésor public malien à travers la Banque centrale, qui est la BCAO. Le Mali paye les dettes antérieures à la Banque mondiale. C'est un rapport où c'est un rapport de deux voies, c'est-à-dire entrée et sortie. Du moment où la CEDEAO a suspendu le Mali, n'approvisionne plus les banques maliennes, c'est comme le Mali est sorti du système SWIFT. Le Mali ne peut plus faire de transfert à l'international. Ouais. Le Mali ne peut plus payer ses dettes à la Banque mondiale. Et qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un se retrouve dans une situation de ne plus payer ses dettes, si c'est une entreprise, on parle de faillite, on parle de dépôt de bilan. Mais pour les États, on parle de défaut souverain. Techniquement, le Mali se retrouve dans une situation de défaut souverain. Ce qui veut dire que le Mali est dans l'incapacité, techniquement, de pouvoir rembourser. Pas financièrement, je dis techniquement.
Parce qu'il n'y a pas de moyen ou un canal par lequel le Mali peut rembourser aujourd'hui la Banque mondiale et d'autres institutions créancières auprès de Mali. Alors, du coup, la Banque mondiale se retrouvant dans cette situation où le Mali est contraint techniquement de ne pas pouvoir payer ses dettes en cours, la Banque mondiale dit ok, puisque vous rentrez dans une phase de dépôt de bilan, je ne peux plus non plus continuer par vous envoyer de l'argent. Techniquement aussi, la Banque mondiale ne peut plus envoyer aussi l'argent au Mali, techniquement. Donc les deux parties se sont retrouvées contraintes par une situation technique qui rend inopérant la relation entre les deux partenaires. De l'autre côté, la Banque mondiale et l'État malien. Cela crée une situation encore plus désolante parce que les entreprises qui sont sur des différents projets financés par la Banque mondiale, certains ont recours à des prêts bancaires pour anticiper les travaux et se faire payer suivant les décomptes. Parce que je sais comment est-ce que on paye généralement les entreprises qui travaillent sur les projets financés par la Banque mondiale. Il y a des moments où l'entreprise, pour respecter le calendrier, pour ne pas être frappée par des pénalités de retard, fera recours à sa banque de la compagnie pour aller plus vite. Et quand les décomptes seront faits, et le paiement va suivre et puis la banque sera remboursée. Aujourd'hui, toutes les banques qui ont accompagné par anticipation les entreprises qui travaillent sur ces projets financés par la Banque mondiale sont en difficulté et ces entreprises sont en défaut de paiement avec les banques locales qui ont eu ce malheur-là d'accorder, je dis bien ce malheur parce que ce malheur d'accorder de prêts aux entreprises pensant que le payeur final est de bonne signature qui est la Banque mondiale. Donc du coup, c'est une situation qui est générale d'abord, qui commence avec les entreprises de gros travaux, de travaux publics, qui sont sur ces projets, donc du coup, financés par la Banque mondiale. Du coup, vous imaginez combien d'emplois qui sont menacés. C'est vraiment très sérieux. Cela revient déjà à nous ramener sur le début de toutes ces choses. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on arrive à ces situations? Revenons-nous à notre système éducatif. Quand on nous donne un devoir de dissertation, quel que soit votre génie en tant que noir, vous écrivez, vous dissertez quand vous ne citez pas la pensée de Jean-Jacques Rousseau, ou Voltaire, ou Victor Hugo, ou Socrate, ou autre, votre devoir n'est pas pertinent. Le professeur vous dira que c'est plat. C'est plat parce que vous n'avez pas cité le blanc, la pensée de blanc pour soutenir votre développement. Et c'est aussi la langue des blancs qui nous diront. Alors, ils nous font comprendre dès les bancs que nous, les Noirs, nous ne sommes pas capables du génie. Nous ne sommes pas capables d'imaginer. Nous ne sommes pas capables... Il n'y a pas d'originalité en nous. Que nos pensées, si on ne les refait pas à celles des Blancs, nous ne pourrons pas réussir. Ça revient aussi dans notre vie quotidienne quand nous sommes sortis de ces écoles. Nous qui sommes des consultants qui travaillons dans plusieurs pays, malgré nos bagages, malgré nos expériences, quand l'homme noir voit l'homme blanc, il pense que c'est l'homme blanc qui a la solution par rapport à l'homme noir. Nos banques, quelle est la mission d'une banque? La mission d'une banque, c'est participer au financement des activités économiques d'un pays. Les banques sont créées pour financer l'activité locale. Et de ces activités financées par les banques locales, ça renforce la capacité de nos États en termes de collecte de recettes fiscales et douanières. Et voilà que nos banques, on ne leur fait pas confiance. On ne leur fait pas confiance parce qu'elles sont de la peau noire. Du moment où les banques locales sont de la peau noire, on fait confiance aux banques étrangères, la banque des Blancs. Et la banque des Blancs, elle nous accorde des crédits dans sa monnaie. Quand nos États font recours majoritairement aux banques étrangères pour financer leur budget,
Pourquoi? C'est parce que la plupart du temps, nos États ont du mal à mobiliser des ressources à l'interne pour pouvoir financer leur budget. Et pour certains États, ils dépensent jusqu'à 50% de financement extérieur pour pouvoir financer leur budget. Donc, le problème déjà même que nous évoquons aujourd'hui, que nous appelons, nous qualifions de défaut souverain, existe même en temps de paix ou en temps normal, parce que nos États se retrouvent chaque année en difficulté à satisfaire leurs besoins de financement par les recettes propres. Ils ont toujours recours à ces institutions étrangères. Si nous avions une économie qui dépendait de la production locale, systématiquement, on n'allait pas dépendre des banques étrangères pour financer nos budgets. Si nous avions une économie orientée financement banque locale des activités, que ce soit les activités gouvernementales, que ce soit les activités des privés, vous allez voir que nos États se retrouveraient dans une situation d'une grande capacité plutôt à mobiliser des ressources propres pour dépendre de moins en moins des institutions étrangères. Les institutions étrangères s'inscrivent également dans le fait que notre modèle économique est orienté vers l'importation. On importe les denrées alimentaires, on importe tout ce que nous consommons et nous importons aussi les finances. La question qu'on se pose, pourquoi est-ce qu'on agrée alors les banques dans notre espace économique? On agrée juste les banques pour décorer nos rues ou je ne sais quoi, parce que la mission première d'une banque, c'est de mobiliser des ressources et financer les besoins, la demande des clients. Ça, c'est la mission première d'une banque. Mais qu'est-ce qui se passe pour que nos banques locales ne sont pas commises pour pouvoir participer pleinement à la vie économique de nos États? À telle enseigne que le financement de nos économies par les banques ne dépasse pas en moyenne 40%. C'est très grave. Du moment où vous êtes dans un espace économique où les gouvernements ne font pas le nécessaire pour que l'accès au crédit par les acteurs économiques soit facile, les banques ont de difficultés à financer l'activité dans l'espace, elles se contentent de faire seulement le métier d'épargne. Elles collectent des épargnes et gagnent l'argent pour lutter contre l'aspect d'insécurité. Si aujourd'hui, ce qui arrive à nos États ou à l'État malien pourrait nous amener à prendre conscience que, au lieu de crier à longueur de journée réclamant une souveraineté monétaire, parlons plutôt de la souveraineté économique. Parce que nous avions d'abord besoin de la souveraineté économique avant de parler même de la monnaie plus tard. La souveraineté économique voudrait dire simplement que nous ne dépendons plus de l'extérieur avant de nous nourrir, que nous produisons ce que nous consommons. On créerait une forte dynamique de développement et de croissance économique en interne, à telle enseigne que nous allons atteindre d'abord la surproduction dans tous les domaines et renforcer notre capacité à attirer des devises étrangères parce que nous allons vendre à l'étranger. Mais bien évidemment, pourquoi est-ce que nos États courent après les devises? Ils courent après les devises parce que ils ont contracté des dettes en devises, il faut rembourser en devises. Si vous le permettez, cette question, vous avez parlé de souveraineté économique, c'est ce qui est très important. Quels sont les piliers? Qu'est-ce qui doit sous-tendre cette souveraineté? Le principe, il est très simple pour arriver à ce que nous appelons la souveraineté économique. Aujourd'hui, nous ne sommes pas souverains économiquement parce que nous dépendons essentiellement de l'étranger pour satisfaire nos besoins de consommation. La dépendance à quelqu'un pour satisfaire tes besoins ne fait pas de toi quelqu'un de souverain. La souveraineté, par définition, c'est la liberté de décider, de faire. Mais quand vous dépendez de quelqu'un, vous n'avez pas la liberté de décider de faire. La preuve aujourd'hui, quand il y a eu la guerre, quand la guerre a commencé en Ukraine,
nos pays peinent à contrôler la flambée des prix. L'inflation est incontrôlable aujourd'hui parce que nous dépendons d'eux. Imaginez un instant que nous produisions du riz, de l'huile, nous produisons du blé et tout ce qui aujourd'hui rentre dans notre alimentation qui vient de l'étranger. Vous pensez qu'on sera en train d'attraper la tête parce qu'il y a la guerre en Ukraine et les prix sont incontrôlables sur le marché? Non. Quand vous dépendez de quelqu'un, votre vie est en permanence sous menace. Donc cette dépendance fait de nous de véritables victimes de toute crise à l'échelon mondial. Donc aujourd'hui, que ce soit au Mali, que ce soit en Ukraine, ça doit interpeller tout le monde. Que notre véritable lutte aujourd'hui, c'est de lutter pour la souveraineté économique, qui consiste simplement en un seul mot, à orienter nos politiques en matière économique sur la base de production de ce que nous mangeons, de ce que nous consommons sur tous les plans. Si nous produisons ce que nous consommons, nous dépendrons de moins en moins de l'étranger et de leurs sources de financement. Si nous produisons ce que nous mangeons, cela veut dire que les banques locales vont participer davantage à l'activité économique. Ce ne serait plus à 40%, mais ce sera 100%. Parce que vous allez faire appel à des ressources internes pour pouvoir financer ces activités. Si nous produisons ce que nous mangeons, nos États auront assez de ressources à collecter localement pour faire face à leur budget de fonctionnement. Si nous produisons ce que nous mangeons, quand il y a la guerre en Sibérie, l'Afrique ne souffrira pas. Quand il y aura des élections en France, on ne va pas attraper la tête. Ça ne dit rien à l'Afrique. Mais quand même consommer local sur le plan bancaire nous échappe, on a de sérieux problèmes. Face à toutes les situations. Imaginez un instant, une banque locale serait très ravie qu'un gouvernement lui donne pour mission d'aller sur les marchés financiers pour lever des fonds et financer un programme d'infrastructure pour lui. Mais combien de banques à qui nos États confient ces missions? On vous dira que les banques locales n'ont pas d'argent. Elles n'ont pas de ressources suffisantes. Mais elles n'ont pas de ressources suffisantes. Mais pourquoi elles existent sur le marché? Elles mobilisent à longueur de journée des épargnes. Ne serait-ce que mobiliser ces épargnes et les orienter vers le financement des infrastructures, des projets viables et porteurs. Ça crée une nouvelle dynamique, ça augmente les ressources de la banque. Ne serait-ce que ça. Ok, si les banques locales n'ont pas assez de ressources, mais faisons de sorte que ces banques locales soient en mesure de lever des ressources conséquentes pour participer à la construction ou bien aux activités économiques de nos États. Et la banque locale va financer l'État en monnaie locale. Bien évidemment. Et ça crée de la valeur ajoutée. Quand on finance nos États en dollars, c'est de la marchandise que nous achetons. On prend la monnaie, on prend le financement en dollars, on travaille en monnaie locale. Quand on va rembourser, nous remboursons encore en dollars. Vous savez, c'est des pertes énormes. Ça revient encore plus cher par rapport si on faisait confiance à nos banques locales dans le cadre du développement économique de nos États. C'est juste leur donner des missions et des orientations. Elles les feront parce que moi, je suis sûr certain que les banques africaines, que ce soit nationales et sous-régionales et des institutions que nous avons tellement de leviers, hein, même la CEDEAO a tellement d'institutions de financement. Il suffit simplement qu'on fasse confiance à ces institutions et qu'on oriente notre première action sur la base de consommer local que j'entends souvent dans plusieurs pays, là, au niveau des banques locales d'abord. Consommer local au niveau des banques locales. La dynamique va changer et nous n'allons pas nous retrouver d'un jour au lendemain dans cette situation où la Banque mondiale dit je ne décaisse plus, je ne peux plus honorer mes engagements et que ça crée une chaîne de désespoir chez les Africains. Et c'est vraiment dramatique et je pense que nos gouvernants nous écoutent
et que ces crises doivent servir de leçon pour le futur de l'Afrique en général. Alors, avant de faire face aux conséquences, c'est vrai, le Mali n'est pas habitué à ce que vous, ou bien le Mali n'a pas fait ce que vous souhaitez qu'il fasse. Face à ces conséquences, que peut faire le Mali actuellement, selon vous, King Dodjro? Déjà, depuis le début de la crise, les Maliens tiennent bon, ils sont très résilients. Aujourd'hui, ils sont pris dans un piège, c'est le piège sécuritaire. On leur donne des coups de part et d'autre sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, que je doute fort même que les gouvernants maliens ont même le temps de réfléchir à la relance économique de leur pays. Jeter les bases de la reconstruction de l'économie malienne sur des bases fiables. Ils se préoccupent de l'aspect sécuritaire à longueur de journée. Ça revient à ceci. On te dit que ta maison a pris feu. Si tu étais en train de dormir, tu te réveilles et tout ce qui va te préoccuper, c'est de teindre ce feu-là. Si tu étais en train de monter des briques quelque part dans la maison, tu vas laisser ce projet pour courir aller éteindre le feu, sinon la maison va brûler. Ils ont mis aujourd'hui le peuple malien dans cette situation et le gouvernement malien n'a pas de répit. Sur les médias, il y a tellement d'informations qui filent en longueur de journée pour démontrer combien de fois le Mali et le gouvernement malien ne peuvent pas assumer leur sécurité et qui seraient incapables. On nous montre les signaux très rouges. Mais on voit un peu le contraire. Eux aussi, ils sont obligés de démontrer au reste du monde qu'ils sont capables et ils oublient l'essentiel. Mais à la fin de la journée, l'activité économique ne fait que s'écrouler. Quand on va finir de faire le combat du défi sécuritaire, on n'aura plus rien à manger. Il convient de dire que c'est le moment d'appliquer cette pensée populaire qui dit quel que soit le bruit que fait la mer, ça n'empêche pas le poisson de dormir. Nos amis maliens, nos frères maliens doivent se rappeler de ce principe. L'insécurité, ils sont déjà habitués avec. Aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir des moyens pour contrer l'avancée du terrorisme. Ils n'ont qu'à se rappeler qu'ils ont besoin aussi de dormir. Et cette chance, c'est la Russie. Dormir voudra dire simplement... dormir ici voudra simplement dire qu'il faut qu'ils pensent à l'essentiel de la population. La population ne vivra pas toujours des défis sécuritaires. Parce que même s'il faut que je meure demain, il faut que je sois au moins ventre plein aujourd'hui. C'est plus facile de mourir sous le coup d'une balle, mais très très pénible de mourir par la faim. Donc il faut qu'ils comprennent que c'est un jeu dans lequel on les a mis pour les rendre défaillants. Donc il doit se pencher sur la refondation économique, la reconstruction, la relance économique de ce pays et jeter les bases d'une économie pérenne. Avec quoi, King Dodjro? Il n'y a de richesse que d'hommes. Longtemps, ils nous ont détourné de ce qui fait l'économie, en disant que oui, vous les pays africains, vous êtes des pays riches parce que vous avez le diamant, vous avez l'or, vous avez l'uranium, pour nous endormir. Mais nous disons aujourd'hui que c'est faux. Il n'y a de richesse que d'hommes. C'est quand les hommes sont valorisés, sont bien formés, que dans la satisfaction de nos besoins, que les gens qualifiés cherchent des moyens à satisfaire, à améliorer les conditions de vie, qu'on connaît comment utiliser, combattre pour pouvoir fabriquer le téléphone. Mais si le capital humain n'est pas valorisé, bien formé, vous pouvez avoir les gisements, mais ça ne vous servira absolument à rien. Les mines que nous avons, les ressources naturelles que nous avons chez nous, ça sert à eux parce que leur développement, leur populations sont formées et connaissent l'utilité de ces choses dont ils en ont besoin pour pouvoir satisfaire leurs besoins de découverte. Donc aujourd'hui, nous les Africains, nous devons revenir sur ce principe fondamental de l'économie qui dit qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Et faire confiance
aux citoyens africains, dans leur capacité, dans leur génie. Je ne peux pas vous dire combien de Maliens qui sont capables aujourd'hui de sortir un ingénieux plan pour la relance de l'éducation nationale. Ils sont nombreux, ils crient. Parce qu'ils sont allés ailleurs, ils ont vu ce qui se passe. Ils n'attendent qu'on leur donne la chance pour pouvoir exprimer leur talent. Mais comme je le disais tantôt, le Malien, l'Africain ne fera pas confiance à un Africain parce que s'il n'y a pas la citation de Jean-Jacques Rousseau dans ta dissertation, ce que tu dis n'est pas fondé. On dira que c'est un développement plat. Et c'est de ça que nous souffrons véritablement. Notre dépendance de l'extérieur va même sur tous les plans, même au niveau des compétences. Bientôt, si ça continue, ce sont les Occidentaux qui viendront diriger encore nos pays. Et là, on aura la paix, on aura la confiance. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. King Dodjro, c'est vrai qu'on n'a pas assez de temps. Vous savez, je n'ai pas posé beaucoup de questions non plus. C'est toujours un plaisir d'être ensemble avec vous et d'évoquer ces sujets qui sont très importants, qui sont d'actualité d'ailleurs. Et je reste convaincu que à travers New World TV, le monde africain trouvera sa voie. Et je reste convaincu également qu'une nouvelle destination est en train d'être dessinée pour les peuples africains à travers les émissions qu'organise chaque année, chaque jour, chaque mois, New World TV pour éveiller la conscience nationale et continentale. Merci à vous. Cela nous va tout droit au cœur. King Dodjro, vous êtes consultant et expert en structuration économique et financière. On marque la pause pour le journal et derrière on reçoit Pasteur Ido Komi et Adam Adjronou pour Regard Croisé.